toutes et tous et bienvenue dans la Minute Handicap, le podcast qui donne la parole à un professionnel de l'hôpital ou à un salarié de l'hôpital pour évoquer le handicap. Aujourd'hui, nous recevons Michaela Pernon, orthophoniste et ingénieure de recherche au sein de l'hôpital. Michaela, vous intervenez à la Fondation au sein de plusieurs services hospitaliers, notamment le CRMR, le Centre de maladies rares pour la maladie de Wilson, et l'unité Parkinson. Et dans le cadre de ces services, vous avez une activité à la fois clinique et de recherche. Aujourd'hui, vous allez nous parler de dysarthrie. Il s'agit d'un trouble moteur de la parole qui peut impacter aussi bien l'articulation, le débit, la forme sonore du contenu, la qualité de la voix ou du timbre, ou encore l'intensité de la voix. Donc c'est un trouble qui est encore méconnu en France et pourtant il s'agit d'un des handicaps de la communication les plus fréquents. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce trouble et pourquoi est-ce important d'en parler et d'améliorer sa prise en charge ? Oui, bien sûr, bonjour. Alors la dysarthrie, effectivement, donc c'est un trouble, un handicap qui est fréquemment constaté post-AVC, post-trauma, dans le cadre des CEP, de la maladie de Wilson, de la maladie de Parkinson. Par exemple, dans la maladie de Parkinson, qui est la seconde maladie neurodégénérative la plus fréquente, on sait qu'il y a plus de 90% des patients qui vont être impactés. Et en général, il y a un grand nombre de pathologies neurologiques qui peuvent donner lieu, provoquer une dysarthrie. D'accord, donc ça concerne énormément de patients. Est-ce que vous pourriez nous dire concrètement ce qui gêne le plus les patients de l'hôpital que vous accompagnez et qui souffrent de ce trouble ? Oui, bien sûr. Alors, les patients, ça va être variable. Ils vont avoir des plaintes, des gènes qui vont différer de l'un à l'autre. Certains, ça va être vraiment le fait de ne plus pouvoir être compris, de ne plus être intelligible quand ils parlent. Donc là, ils vont être extrêmement gênés. Et donc là, il va y avoir un impact, en fait, parce que sur l'estime de soi, sur sa capacité à participer, à pouvoir s'insérer dans les conversations, et même au niveau identitaire, puisqu'on n'a plus la même parole, on n'a plus la même forme sonore de ce qu'on est en train de produire. Ok, donc ils peuvent vraiment se retrouver même isolés, Exactement. J'imagine. Alors j'ai appris que l'hôpital développait une approche particulièrement innovante en termes de prise en charge, précisément pour améliorer le vécu de ces patients et favoriser l'acceptation de leur handicap avec les ateliers d'éducation thérapeutique. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistent ces ateliers exactement ? Oui, effectivement. Alors, c'est vraiment un axe intéressant au niveau de l'hôpital. C'est vraiment une politique intéressante parce qu'on a une fédération de TP, donc il y a un certain nombre de programmes de TP par unité qui ont été montés. Et dans ces programmes, on va travailler en pluridisciplinarité ou en pluriprofessionnalité. Et le patient va être au centre. On va vraiment partir de la problématique du patient sur une thématique donnée. Donc, par exemple, moi, je vais animer un atelier qui va être axé sur la communication, qu'on a appelé « Causons de toute façon », qui est destiné à des patients qui ont une maladie de Parkinson ou une maladie de Wilson. On a aussi un autre atelier qui s'appelle « Mangeons de toute façon », qui est un atelier axé sur les capacités de déglutition des patients, d'alimentation, de déglutition. Et dans ces ateliers, justement, donc, les patients vont dialoguer entre eux. On va essayer de réfléchir à ce qui va les gêner au quotidien et quelles seraient les solutions auxquelles on pourrait réfléchir ensemble pour essayer d'améliorer leur quotidien. Et en termes de soutien, j'imagine qu'ils se sentent davantage soutenus. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez souhaité devenir soignant ? Alors pourquoi ? Alors moi, dans mon cas, c'est l'orthophonie. Je pense qu'à la base, c'était vraiment cette envie donc, d'aider l'autre dans sa communication, dans le sens où je me disais que c'est quand même un individu qui est privé de cette capacité d'expression. Pour moi, c'était quelque chose d'important de pouvoir essayer de trouver une solution pour pouvoir l'aider par rapport à ça, trouver ensemble une solution, et que finalement, tout est communication, et que même la non-communication est communication, et qu'on peut, en dehors de la communication orale, verbale, trouver d'autres moyens de pouvoir parvenir à s'exprimer et à être en lien avec les autres et à interagir en fait. Oui, ce qui est d'autant plus vrai qu'on est dans une société qui est de plus en plus tournée sur la communication, qui devient fondamentale. On peut plus rien faire si on communique pas bien. Parfois, on peut presque avoir ce sentiment-là. Et dans le cadre de votre vie associative, vous êtes aussi engagé dans une initiative très forte qui est le concours Tous Éloquents.
porté par l'association Éloquence de la différence, Ouais. qui s'engage en faveur des personnes qui présentent un handicap affectant la communication. Est-ce que là aussi, vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes investi dans ce projet et de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Ouais, moi je trouve ça intéressant parce que ça permet, alors ça ouvre d'autres perspectives, c'est une certaine ouverture justement à la société, en dehors justement du soin qu'on va pouvoir apporter aux patients, à la fois parce que à travers le message, le contenu du message sur une question posée qu'on va pouvoir transmettre, élaborer, on va pouvoir communiquer ses idées aux autres et aussi changer le regard qu'on a sur soi à travers ce challenge-là, mais aussi changer le regard des autres sur soi et sur le handicap de façon plus large, mais aussi finalement travailler en plus du contenu du message sur lequel qu'on va communiquer, on va aussi travailler sur tout ce qui est non-verbal. Quand on communique, c'est à peu près 60% de notre message qui va passer à travers cette communication non-verbale, et aussi sur la forme finalement sonore, donc tout ce qui peut être perturbé finalement chez les personnes qui ont une dysarthrie. Et donc on va pouvoir travailler sur l'aspect rhétorique aussi à travers cette forme sonore. Donc cette éloquence, voilà, elle va permettre de porter un message, d'exprimer des choses, et à travers ça, on va pouvoir aussi indirectement améliorer l'estime de soi des personnes qui ont ces difficultés de communication. Voilà. D'accord, et donc je crois que vous adressez du coup à ce concours des patients de l'hôpital. Oui, exactement. Et c'est vrai qu'on pourrait même imaginer finalement que des salariés qui souffrent d'un handicap lié à la communication à l'hôpital participent à ce concours. Et on a du coup pour projet de développer justement un partenariat entre l'hôpital et cette association qui porte ce concours pour justement créer encore davantage de synergie. On espère sincèrement que ce partenariat portera ses fruits, et si c'est le cas, bien évidemment, on communiquera largement dessus. Finalement, si je conclus, on voit à travers votre engagement et tout ce que vous dites, on sent une forte mobilisation, une forte implication sur le handicap, une vraie bienveillance. Et évidemment, c'est généralisé à l'ensemble du personnel soignant. Pour autant, le paradoxe qu'on peut constater, c'est qu'il y a assez peu, voire très peu, de salariés qui sont déclarés RQTH, c'est-à-dire qui ont entamé la démarche pour faire reconnaître leur handicap et en informer l'hôpital. Pourquoi, à votre avis, on a ce paradoxe? Alors souvent, les cordonniers sont les moins bien chaussés, donc là probablement que les soignants prennent beaucoup soin des autres, mais peut-être moins d'eux-mêmes. Donc ça, c'est une question, mais ça peut être peut-être une raison. Une piste de réponse qu'on va étudier. Très bien. Et si vous, à titre personnel, vous étiez concerné par un handicap, est-ce que vous pensez que vous le déclareriez? Oui, je pense que c'est une chance de pouvoir, en tout cas, le faire. Merci beaucoup, Michaela, pour cet échange très riche et pour votre engagement quotidien en faveur du handicap. On comprend bien que la parole, la communication, c'est un formidable levier d'émancipation, d'estime de soi. Et c'est ce qui permet de aussi faire société et d'entrer en connexion avec les autres. Et donc, c'est important que la prise en charge de ces personnes qui en souffrent, qu'ils soient patients ou salariés, c'est important que ce soit accompagné par de la bienveillance. À bientôt pour une nouvelle Minute Handicap. Et souvenez-vous, l'inclusion, c'est l'affaire de tous.